With Ring cameras and doorbells, it's easy to keep every fright in sight. See who's there. Keep your scaredy cats company. Oh, it's okay, sweetie. I'll be home soon. And protect your crypt from the real monsters. Oh, come on. The sign says take one. Find dead simple ways to stay connected right now at ring.com. Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Boll & Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness and feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with Boll & Branch's 30-night guarantee. Plus, for a limited time, get 20% off and free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code SPAN. Exclusions apply. See site for details. Sur la table basse, plusieurs cendriers, quelques bières vides et un plateau de Monopoly. 44 cases pour autant d'opportunités et de pièges. De luxueux immeubles à acheter, des impôts à payer, des prêts à rembourser, des gares et 2 cases prison à éviter. Ils sont une quinzaine d'hommes à jouer par équipe de 2. Sur le plateau, le but qui les anime est le même que celui qui donne sens à leur vie. Lancer les dés, s'enrichir à tout prix. Et tant pis si c'est au détriment des autres. Concentrez-vous un peu, on triche pas. C'est moi qui tiens la banque, et moi, personne me vole. Les gars, vous savez ce que disait mon père ? Qu'est-ce qui peut nous foutre, ton paternel ? Il disait « Rien n'est illégal si personne n'est au courant. » Eh les gars, vous savez ce que dit un cambrioleur quand il crochette la serrure d'une maison ? Bah vous êtes cons quoi. Il dit « Ah, qu'est-ce que c'est bon de rentrer chez soi !» La partie ne durera pas plus d'1 heure. Ils ne veulent pas se coucher tard et comme aucun d'entre eux ne peut se retenir de tricher, le jeu n'a pas d'autre intérêt que les faire rire. Lorsqu'il se termine, aucun n'a l'argent nécessaire pour rembourser la banque. Et bien sûr, tout le monde cache les billets dans ses poches en prétendant avoir été ruiné par son voisin. Le lendemain soir, l'heure n'est plus à la rigolade. Chacun sait que la nuit sera longue, mais qu'à l'issue de celle-ci, si tout se passe bien, leurs poches ne seront plus remplies de billets de Monopoly, mais de millions de livres sterling. C'est l'heure. Les dés sont jetés. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons aux braquages les plus célèbres de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai du braquage de Glasgow-Londres. En 1963, 16 hommes stoppèrent ce train postal et repartirent avec l'équivalent de 50 millions d'euros actuels, volés à la prestigieuse Banque d'Angleterre. Jack Mills ne parvient plus à retenir ses bâillements. Et ça le fait sourire. Il a beau avoir fait le trajet des dizaines de fois, la dernière heure est pour lui toujours la pire. Quand il prend les commandes à 18h50 du train de Glasgow en partance pour Londres, il sait qu'un voyage ininterrompu de 10 heures l'attend. L'arrivée se fait en général vers 4h du matin, après un parcours long de 640 km. Ce n'est pas son métier qui lui déplaît, mais simplement, Mills préférerait faire ce travail de jour, afin d'avoir au moins autre chose à regarder que les rares feux de circulation ferroviaire au milieu du noir absolu des campagnes anglaises. Quelque chose cloche à 400 mètres en avant. Un feu rouge, de la couleur qui doit lui faire stopper le train. Ça n'a aucun sens. Mills connaît ce trajet par cœur. Il n'y a jamais eu de feu de signalisation sur ce tronçon. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Passe le coup de fil, je veux pas qu'on traîne. Comme le veut la procédure, le second de Mills descend du train et fait quelques pas vers l'un des téléphones ferroviaires disséminés le long de la voie. Il le décroche
et réalise que la ligne a été sectionnée, juste avant de sentir un objet dur le frapper violemment dans la tempe. 4 hommes font ensuite irruption dans la cabine de Mills et lui infligent de violents coups de matraque à la tête et dans le ventre. Au sol, le conducteur, à peine conscient, réalise à quel point son convoi est une proie facile. Aucun policier n'est présent à bord. Sur les 77 salariés de ce train des postes, qui ne transporte pas de civils, personne n'est armé, ni même formé pour ce type de situation. Les assaillants savent visiblement ce qu'ils font. Ils détachent 2 wagons, si bien que lorsque Mills est relevé sans ménagement pour redémarrer le train, son moteur ne tracte plus que la voiture numéro 2, celle qui, bien sûr, transporte les colis de valeur. Ce que Mills ignore, c'est que, contrairement à d'habitude, le montant transporté n'est pas de quelques 300 000 livres, mais de 3 millions. 1 kilomètre plus loin, le train s'arrête à nouveau et cette fois-ci sur un pont. En quelques minutes, les braqueurs déchargent 160 sacs postaux rouges frappés du sceau de la Banque d'Angleterre et les balancent du haut du pont vers la route en contrebas, où des complices les récupèrent pour les entasser dans les véhicules prévus à cet effet. Écoute-moi bien, papy. On a un guetteur avec un fusil de précision braqué sur vous. Vous nous laissez 30 minutes avant de donner l'alerte, ou vous êtes mort. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Boll & Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness and feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with Boll & Branch's 30-night guarantee. Plus, for a limited time, get 20% off and free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code SPAN. Exclusions apply. See site for details. Scotland Yard n'a pas traîné. 5 jours après le casse du Glasgow-Londres, les enquêteurs sont en passe de mettre la main sur la planque des fugitifs. En donnant à Jack Mills l'ordre de ne pas donner l'alerte avant 30 minutes, les braqueurs ont fait une erreur monumentale. La police déduit qu'elle doit concentrer ses recherches dans un rayon de 30 minutes à partir du lieu de l'attaque. L'appel à témoignage de la population locale fait le reste. Un homme donne le signalement d'un groupe d'ouvriers. Se déplaçant en Land Rover blanche, voiture aperçue par les postiers lors du déchargement du train, ils auraient investi une ferme abandonnée 2 jours avant les faits, obstruant immédiatement toutes les fenêtres. Bingo! Le bâtiment se trouve dans le périmètre de recherche prédéfini. La ferme suspecte a des airs de vieille bâtisse abandonnée, mais l'unité tactique de la police anglaise est sur ses gardes. On sait que les fugitifs sont nombreux, violents et très préparés. Leur planque pourrait être piégée, et l'éventualité que certains d'entre eux se trouvent encore à l'intérieur, bien qu'improbable, ne peut être totalement écartée. Après l'avoir scruté pendant plusieurs heures à une distance raisonnable, l'assaut est donné. Ce 12 août 1963, la police ne trouve personne. Les voleurs ont déserté les lieux. Mais le bâtiment s'avère être une mine d'or. Sur place, les enquêteurs retrouvent plusieurs des sacs postaux volés. Vides, bien sûr. Et surtout, un jeu de Monopoly sur lequel ils relèvent des dizaines d'empreintes digitales. De là, la résolution de l'enquête est limpide. D'abord, la police découvre que le propriétaire de la ferme est un avocat londonien véreux, connu pour ses liens avec le crime organisé anglais. Comme par hasard, certaines des empreintes relevées sur le Monopoly appartiennent à plusieurs de ses clients. La plupart sont interpellés en quelques semaines. Ils révèlent que leur planque devait être incendiée juste après le coup,
mais que l'homme qui devait le faire a préféré prendre rapidement la fuite. Pour les enquêteurs, il est étonnant de penser que l'équipe a pu préparer le casse avec une telle minutie, puis faire preuve d'autant de négligence après les faits. Quoi qu'il en soit, 13 hommes comparaissent devant la justice anglaise dès le mois de janvier 1964, et 3 mois plus tard, tous écopent de peine allant de 3 à 30 ans d'emprisonnement. Malgré l'arrestation et la condamnation des suspects, beaucoup de zones d'ombre subsistent encore aujourd'hui. À commencer par l'identité de la taupe au sein de la poste britannique, qui a renseigné les malfaiteurs. De lui, on a longtemps connu que son alias, l'Irlandais. 50 ans plus tard, l'un des principaux organisateurs du casse a révélé son identité. Il s'agissait selon lui d'un certain Patrick McKenna, haut placé dans les postes anglaises. Moyennant un pourcentage du butin, il aurait contacté l'avocat londonien qui aurait à son tour fait passer l'information à ses clients, à condition de toucher sa propre part. Si cette théorie est plausible, la culpabilité de McKenna n'a cependant toujours pas été prouvée en 2024. Quant aux 3 millions d'anciens livres sterling, ils n'ont jamais été retrouvés. Et le mystère continue de fasciner policiers et malfrats anglais. Au fil des décennies, le casse du Glasgow-Londres s'est fait une place de choix dans l'imaginaire européen, acquérant la réputation d'être, selon la formule d'un des coupables, la chapelle Sixtine du braquage. Rien que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du casse des diamants d'Anvers et du coup de génie des cambrioleurs qui repartirent avec l'équivalent de 100 millions d'euros. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.